Bonjour à tous, pour ce chapitre 4, les ondes mécaniques, on va s'intéresser donc à la notion d'onde progressive, on va vous donner la définition. On va parler aussi de double périodicité d'une onde que vous ne connaissez pas encore et on verra comment déterminer la vitesse d'une onde. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je vais juste vous préciser quand même qu'il existe plusieurs types d'ondes. Là, on va parler des ondes mécaniques, donc ce sont des ondes par exemple qu'on peut rencontrer à la surface de l'eau. Ici, on a un vibreur qui va venir taper l'eau à intervalles de temps réguliers. Ça peut être aussi une onde générée par le jet d'un caillou dans de l'eau. Ça peut être aussi une onde le long d'une corde. Et ça, c'est ce qu'on appelle des ondes mécaniques. Il faudra bien distinguer ces ondes-là de ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques, telles que la lumière, dont vous avez déjà entendu parler l'année dernière, ou aussi les ondes du téléphone qui nous servent à communiquer avec le téléphone portable, ainsi que le micro-ondes, le Wi-Fi, le Bluetooth et tout ça sont des ondes électromagnétiques. Elles sont vraiment différentes des ondes mécaniques. Ils ont quelques propriétés communes, mais nous on va s'intéresser vraiment aux ondes mécaniques aujourd'hui. On va commencer par ce qu'on appelle les ondes mécaniques dites progressives. Progressives pourquoi? Voyons un exemple. Imaginons une grosse vague qui arrive à proximité d'un bateau. Cette grosse vague, qu'on va appeler perturbation, va se propager vers la droite, donc va se déplacer dans l'espace et le temps. Et une fois que la perturbation arrive au niveau du bateau, va lever le bateau. Et ensuite, une fois que la perturbation est passée, le bateau va retrouver sa position d'équilibre, sa position initiale, et l'onde va tranquillement continuer sa route. Donc, une perturbation qui se propage dans un milieu matériel s'appelle une onde mécanique. C'est-à-dire que l'onde mécanique, elle a besoin d'un support pour se propager. On va y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la perturbation, lorsqu'elle est passée, elle a modifié la position du bateau, en tout cas localement. C'est-à-dire que le bateau, au moment du passage de la perturbation, s'est levé, puis est redescendu. La vague ou la perturbation a donc véhiculé une énergie, puisqu'il a fallu une certaine énergie pour lever et faire redescendre le bateau. On est certain donc qu'une onde transporte de l'énergie, mais par contre ne transporte pas de matière, puisque le bateau, ici, est revenu sur sa position initiale, donc il ne s'est pas déplacé horizontalement, il n'a pas changé de position globale, après le passage de la perturbation, il est au même endroit, donc il n'y a pas de déplacement de matière. Donc je vous laisse noter la phrase suivante. Une onde mécanique progressive est une perturbation qui se propage dans un milieu sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Bien, on va donc maintenant distinguer deux grandes catégories d'ondes mécaniques. Pour ce premier type d'onde, on va s'intéresser à la perturbation le long d'une corde. Donc la corde est ici modélisée par cette suite de billes rouges et bleues. Et donc ici on peut déplacer une petite réglette pour regarder différentes choses, mais là on va s'en servir pour analyser le déplacement d'un des points de la corde pendant le passage de la perturbation. Donc on y va. Je vais générer différents types d'ondes. Hop, voilà. Et donc regardez, la bille bleue va se déplacer d'une certaine manière alors que l'onde, elle, arrive bien de manière horizontale, de la gauche vers la droite. Analysez bien le déplacement de la bille bleue qui va se déplacer complètement verticalement, peu importe la vitesse de l'onde, et de manière perpendiculaire au sens de déplacement de la perturbation. Donc la perturbation va vers la droite et la bille se déplace verticalement. Donc le milieu de propagation se déplace perpendiculairement au sens de propagation de l'onde. C'est ce qu'on appelle une onde transversale. Pour le deuxième type d'onde, on va s'intéresser au déplacement d'une perturbation sur un ressort, le long d'un ressort. Donc clairement ici, on voit que l'onde se déplace de la droite vers la gauche, donc on va aller un petit peu plus doucement. Et on constate surtout que le milieu de propagation se déforme de manière parallèle à celui de la perturbation. Et ça, c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale, c'est caractéristique. Le milieu de propagation se déforme de manière parallèle au sens de propagation de l'onde. Alors on va résumer ces deux aspects en fait avec des schémas que vous pourrez prendre en note si vous voulez. Donc on a ici l'onde dite transversale, puisqu'on a le sens de propagation qui est de la gauche vers la droite. Donc ça c'est le sens de propagation de l'onde. Et ensuite on a le déplacement de la corde verticale, donc ce qui traduit une onde mécanique transversale. Donc si la perturbation se produit dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, elle est dite transversale. Ensuite, l'autre type d'onde, on a vu le long d'un ressort. Donc là, c'est si la perturbation se produit dans la même direction que la propagation de l'onde,
l'onde est dite longitudinale. En tous les cas, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un phénomène de proche en proche. C'est-à-dire que ici, la corde se lève au fur et à mesure parce que chaque atome de la corde va se lever en entraînant les atomes d'à côté. Pareil pour le ressort, les spires vont se contracter lors de l'approche de la perturbation, de proche en proche. Donc on a une suite de compression et de dilatation des spires. Et en fait, ce qui traduit le besoin pour une onde mécanique d'un support matériel pour se propager. Donc ça, vous pouvez le noter, c'est vraiment très important. Une onde mécanique a besoin d'un support matériel pour se propager. Pas comme la lumière qui peut se propager tranquillement dans le vide. On va maintenant s'intéresser à la vitesse d'une onde mécanique. Commençons par un cas simple, donc la vitesse d'une onde après une impulsion. Donc un système, une perturbation qui ne serait pas périodique le long d'une corde. L'onde se déplace le long de la corde. Il suffit pour avoir la vitesse de prendre une position de référence pour un temps t égale 0, puis de regarder une variation de position delta x et le temps qu'il a fallu pour la parcourir. Donc delta t, et la vitesse c'est tout simplement la distance sur le temps, delta x sur delta t. Donc là c'était facile puisqu'on arrive à voir le début du passage de la perturbation et la fin. Et lorsque le système est périodique, ça peut être un peu plus compliqué. Si on regarde ces vagues par exemple, il va être difficile pour nous de prendre un point de repère et de repérer la nouvelle position de l'onde, tout simplement. Donc on va avoir besoin d'autres grandeurs. La première grandeur, vous la connaissez déjà, il s'agit de la périodicité temporelle. Donc pour la comprendre, on va regarder une image de l'animation qui va arriver. Donc ici on a donc une vague à la surface de l'eau, et en fait il va s'agir de repérer la position verticale en fait d'un système en fonction du temps. Donc on va imaginer une petite boule rouge ici à la surface de l'eau qui va bouger lorsque la perturbation va lui arriver dessus. Et donc on va repérer la position Y en fonction du temps. On va voir comment faire ça avec l'animation suivante. Par exemple ici la boule rouge, on va laisser le X fixe, c'est-à-dire que horizontalement ça ne bougera pas. Et on va laisser osciller verticalement et on va laisser le temps s'écouler normalement. Si on marque cette position Y en fonction du temps, c'est-à-dire si on essaie d'avoir un graphique, on obtient Y en fonction du temps. Voilà les positions de la bille qui évoluent. Et on peut déterminer facilement la période, puisque c'est le temps au bout duquel le phénomène se reproduira identique à lui-même. Donc voilà, on obtient la période temporelle. Ça, vous connaissez bien. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Donc là, en fait, il s'agit de prendre une photo de l'onde en train de se propager. De cette manière, le temps n'évoluera plus et on aura l'évolution de Y en fonction de X. Donc voilà, un exemple donc toujours par rapport à une vague. Cette fois, c'est le temps qui est fixe et c'est X qui varie. Et en fait, on a l'évolution de Y en fonction de X. D'accord ? Ça correspond à la surface de la vague, si vous voulez. Et bien en fait, là, la périodicité spatiale, lambda, c'est la distance au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Voilà ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Et ça correspond à la longueur d'onde qui est en train de se propager. On vient donc de voir qu'une onde avait une double périodicité. Une périodicité temporelle, c'est le temps au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. Et une périodicité spatiale, c'est la distance au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. L'objectif maintenant, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas un lien entre ces deux périodicités. Restons sur un point de vue temporel. Je rappelle, X est donc fixé et on laisse le temps continuer et on analyse l'oscillation d'une bille pour un X fixé. Si on déplace la bille, on a donc un décalage du signal. Autant de positions possibles, autant de décalage possible. Mais il est possible de choisir deux positions pour lesquelles, finalement, les évolutions en Y seront exactement les mêmes en fonction du temps. On a donc des signaux qui seraient à ce moment-là en phase, parfaite en phase. Et bien en fait, il se trouve que la distance entre les deux correspond exactement à une longueur d'onde. C'est la distance qui sépare ces deux points. On peut donc retrouver, grâce à la périodicité temporelle, la périodicité spatiale de lambda. Connaissant maintenant cette double périodicité, donc à la fois spatiale et temporelle, on va pouvoir établir une formule simple pour calculer la vitesse d'une onde périodique. Je rappelle la formule que vous connaissez bien, V égale delta x sur t.
Cette fois, on sait que, puisqu'on a vu, on vient de voir à l'instant en fait qu'on pouvait retrouver la périodicité spatiale à partir de la temporelle, et bien tout simplement, delta x, si on dit que c'est une longueur d'onde, et bien le temps qui se sera écoulé pour parcourir cette distance, c'est tout simplement la période. Et du coup, la formule de la vitesse devient c pour célérité égale à lambda sur t. Voilà la formule qui résume à elle seule la double périodicité d'une onde. Maintenant qu'on connaît la formule, on va pouvoir regarder ce qu'on peut faire en TP pour mesurer cette vitesse avec une petite animation. Donc, en quoi elle consiste? On a ici un récepteur, un autre ici, qui sont tous les deux à égale distance d'un émetteur ultrasonore. Et on a ici donc un écran d'oscilloscope qui représente en fait les deux signaux que l'on recevrait de la part de ces récepteurs. Ici, vous allez me dire il n'y a qu'un signal, mais en fait, comme les deux récepteurs sont parfaitement à égale distance de l'émetteur, en fait, les signaux sont en phase, donc ils sont confondus l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui représente ce signal à l'oscilloscope? On a l'évolution selon Y, donc, qui modélise l'évolution de la tension. Tension, je le rappelle, qui est obtenue grâce au piézoélectrique du récepteur. Et le temps en abscisse. On peut donc avoir facilement la période que l'on pourra déterminer grâce à l'écran d'oscilloscope. Et on va voir comment déterminer la longueur d'onde. Allez, on y va, on va commencer par la période. Pour ça, c'est facile, il suffit que je regarde au bout de combien de divisions le phénomène se reproduit identique à lui-même. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 divisions avant que le signal se reproduise. Chaque division vaut 5 microsecondes, ça me fera donc une période de 25 microsecondes. Tout va bien. La fréquence ici ne nous intéresse pas, je passe. Longueur d'onde des ultrasons. Alors, ça on en a besoin, parce qu'en fait on en a besoin pour appliquer la formule de la vitesse. V égale à lambda sur t. Je vais donc déplacer le récepteur 2, jusqu'à ce que les signaux se retrouvent à nouveau en phase. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure on a parlé de double périodicité. On voit que le récepteur 2, lorsque je le déplace, eh bien l'onde est reçue plus tard, on a donc un retard, et ce retard peut correspondre à une période, et comme on a vu par rapport à la double périodicité de tout à l'heure, le déplacement du récepteur 2 pour avoir un retard d'une période, eh bien ça correspond en fait à une longueur d'onde. Donc normalement, une longueur d'onde vaut 8,4 mm. Comme c'est une valeur précise dont j'ai besoin, je vais plutôt chercher une valeur moyenne. Je vais donc continuer jusqu'à avoir décalé 10 fois de 10 lambda pour avoir la valeur moyenne. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10, ouais, allez, 10 c'est bon. Donc 10 longueurs d'onde correspondent à 85,1 mm, donc une longueur d'onde, c'est 8,51. Je vais l'inscrire ici. 8,51, bon il ne prend pas le centième, c'est pas grave, 8,5 mm. Je vais donc pouvoir calculer la vitesse, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai juste besoin d'une calculette, hop, down, down. Là voilà, alors, c'est parti. Donc on fait bien sûr attention aux unités, 8,5 mm qu'il faut mettre en mètres. Donc 10 puissance moins 3, divisé par donc la période, 25 microsecondes, que je vais bien sûr mettre en secondes, fois 10 puissance moins 6, on trouve 340 mètres par seconde. Donc je vais inscrire ici pour vérifier. On est OK avec l'animation, 340 mètres par seconde, c'est ce qui correspond à la vitesse moyenne d'une onde à 25 degrés, à pression atmosphérique normale. Donc tout va bien, on a fini de se servir de la double périodicité pour déterminer la vitesse d'une onde périodique. Petite remarque, si cette TI-89 virtuelle vous intéresse, je peux vous la passer, je l'ai sur clé USB, c'est un petit fichier exécutable. L'intérêt par rapport à la 82, c'est que là vous voyez les calculs complexes peuvent s'afficher comme sur le papier. Ça permet de vérifier si on s'est trompé sur une parenthèse ou autre. Donc c'est quand même pas mal pour s'entraîner et pour voir l'intérêt justement des parenthèses. Allez, on en reparlera. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain chapitre.